Qu'est-ce qu'un contrat de travail? Qui et comment décide-t-on de la qualification, de la définition du contrat de travail? Qu'est-ce qui fait que tel contrat va être qualifié de contrat de travail quand tel autre contrat va par exemple être qualifié de contrat de prestation de service? Pourquoi le chauffeur Uber, le livreur Deliveroo ne sont-ils pas salariés, sont de simples travailleurs indépendants, quand par exemple les participants aux émissions de télé-réalité sont des salariés liés par un contrat de travail? Qu'est-ce qui fait que ces gars-là bénéficient d'un contrat de travail quand ces gars-là, qui peuvent travailler jusqu'à 12, 13, 14 heures par jour, sont indépendants, travailleurs non salariés? Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Eh bien d'abord, on va s'intéresser aux enjeux de la qualification du contrat de travail. Et là, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on vous prend la tête pendant 2 heures à chaque fois au début du cours de droit du travail sur la définition du contrat de travail. C'est pas juste pour vous embêter et je vais vous donner un exemple très concret qui vous permettra de comprendre et de mieux retenir ce thème de la définition du contrat de travail. Ensuite, on verra les critères du contrat de travail, la définition du contrat de travail. On verra plein d'exemples jurisprudentiels qui vous permettront de bien retenir toute cette partie qui est très importante, notamment pour les cas pratiques. Et enfin, on terminera avec la preuve du contrat de travail. On peut commencer cette vidéo et passer au slide. C'est parti. Lié à la définition du contrat de travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous définissez le contrat de travail, vous allez le qualifier en réalité. Vous allez chercher des critères qui vont permettre de dire tel contrat est un contrat de travail, tel contrat n'est pas un contrat de travail. Et si vous qualifiez un contrat de travail, c'est-à-dire que les critères de la définition sont réunis, vous allez déclencher 2 choses. D'abord l'application du droit du travail et ensuite l'application du droit de la sécurité sociale. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui fait que l'application du droit du travail ou l'application du droit de la sécurité sociale, c'est particulièrement important? Et bien d'abord, l'application du droit du travail va permettre, mais c'est des exemples parmi des centaines, les exemples les plus importants, c'est que ça va permettre d'appliquer, de rendre applicables toutes les règles sur les salaires minimums. Donc le salaire minimum légal, salaire minimum conventionnel. Ça va permettre de rendre applicables toutes les règles sur la durée du travail, notamment, je vous rappelle, les congés payés. Les salariés du secteur privé en France ont 5 semaines de congés payés par an. Mais aussi, l'employeur va devoir respecter une obligation de formation, c'est-à-dire qu'il va devoir former son salarié, l'adapter à l'évolution de son travail. Mais il va devoir prendre des mesures de sécurité pour garantir sa sécurité physique et aussi pour garantir sa sécurité mentale. C'est toutes les dispositions, par exemple, sur le harcèlement moral, qui sont dans le Code du travail. Et puis l'application du droit de la sécurité sociale, vous savez, et on va le voir juste après, vous allez mieux comprendre, mais qu'un employeur, lorsqu'il verse un salaire, il paye des cotisations sur le salaire. Et ces cotisations-là, elles servent à financer tout un tas de prestations qui vont bénéficier au salarié s'il lui arrive quelque chose. Donc par exemple, ça va financer ses futurs arrêts maladie ou s'il se retrouve au chômage, etc. Ces cotisations sont recueillies et vont servir à financer certaines prestations. Mais aussi la prise en charge au titre des accidents et des maladies professionnelles. Tout ça, en fait, c'est lié au contrat de travail. Si vous sortez d'un contrat de travail et que vous concluez par exemple un contrat commercial, un contrat de prestation de service avec quelqu'un, ces règles-là ne s'appliquent pas. Voilà pourquoi c'est extrêmement important en pratique de dire si tel contrat est un contrat de travail ou tel contrat n'est pas un contrat de travail. Puisque vous allez avoir plein de règles très importantes qui vont s'appliquer. Alors je vais prendre un exemple plus parlant parce que je sais que quand j'étais étudiant, moi j'avais un peu du mal avec simplement cet exemple-là. Imaginez une société, donc là moi actuellement, j'habite à Nice, imaginez on est sur la Côte d'Azur, vous avez une société qui veut recruter un jardinier en raison d'une hausse d'activité. Sur la Côte d'Azur, il y a plein de villas, plein de personnes qui veulent avoir un beau jardin, des belles fleurs, etc. Donc cette société, elle souhaite recruter un jardinier, c'est une petite société et elle a 2 options. Option numéro 1, elle se dit, je vais avoir besoin de quelqu'un pendant 6 mois, vraiment à temps plein, je vais prendre un contrat de travail. Donc pendant 6 mois, je vais faire un contrat à durée déterminée, je vais payer environ 2 000 € le salarié, alors c'est un salaire que j'ai donné vraiment au hasard. Imaginons que le salaire minimum conventionnel est dans les 2 000 €. Combien ça va coûter à l'employeur? Et bien la première chose, c'est que l'employeur va devoir payer des cotisations. Là, je vous ai mis ici à côté un tableau que vous pouvez retrouver sur Internet, vous pouvez vous amuser à le faire. Vous regardez sur le site de l'URSSAF, coût pour un employeur de recruter un salarié. Vous tombez sur ce site et ça vous donne le montant des cotisations. Donc là, vous voyez que si je suis un employeur et que je veux payer quelqu'un 2 000 €, je vais devoir en réalité
débourser 2 479 euros. Donc pour arrondir, ça fait environ 500 euros de cotisation. C'est-à-dire que le salarié, lui, je lui verse 2 000 euros et à côté, je verse 500 euros à l'URSSAF. Et le salarié, lui, ne va même pas toucher les 2 000 euros puisque en réalité, lui aussi va payer des cotisations. Et donc salaire net, il sera à 1 561 et salaire net après impôt, 1 524. Bref, l'employeur, ça lui coûte 500 euros par mois. Ensuite, ce n'est pas tout, puisque je vous l'ai dit, il y a les dispositions sur le temps de travail, sur la durée du travail qui vont s'appliquer. Vous savez qu'on a 5 semaines de congés payés par an en tant que salarié. Ça correspond environ à 2,5 jours par mois. Et donc, quand vous êtes en CDD, la plupart du temps, vous ne prenez pas beaucoup de congés, puisque le but, c'est de travailler pendant votre CDD. Et donc, à la fin, l'employeur doit verser une indemnité compensatrice de congés payés, ce qui correspondra ici à environ 1 500 euros. Pareil, il y a une indemnité de précarité dans certains cas qui va compenser le fait que ça soit un contrat précaire qui va être autour des 1 500 euros. Donc le coût total pour l'employeur, si on rajoute toutes les dispositions du Code du travail, sera d'environ 20 000 euros. Maintenant, deuxième option, on se dit, bon, ça me coûte un peu trop cher, je n'ai pas ce budget-là. Moi, j'ai un budget par exemple de 12 000 – 13 000 euros. Je vais plutôt recourir au service d'un travailleur, pas un salarié, un travailleur n'est pas nécessairement un salarié, indépendant, et je vais conclure un contrat de prestation de service. Et donc le contrat de prestation de service, c'est l'application du droit commercial. Toutes les règles qu'on a vues avant, protectrices du salarié, ne vont pas s'appliquer. Donc pour l'employeur, là ici, il ne sera pas employeur du coup, puisqu'il va conclure un contrat de prestation de service avec un autre indépendant, ça va lui coûter environ 12 000 euros. Ça va lui coûter en fait le prix de la prestation que l'indépendant sera prêt à lui facturer. Donc vous comprenez bien ici qu'il peut y avoir des manœuvres pour déguiser des contrats de travail en contrats de prestation de service. Plutôt que de se dire je vais faire un contrat de travail et faire les choses dans les règles de l'art, on va maquiller un peu ça, on va demander aux travailleurs de s'immatriculer en tant qu'indépendant, etc. Et on va ensuite facturer les prestations, non pas à un salarié, mais à un indépendant. Voilà pour les enjeux, donc j'espère que vous comprenez bien. En fait, l'enjeu là, c'est vraiment, quand on veut appliquer un contrat de travail, quand on veut définir un contrat de travail, ça va déclencher l'application des règles du contrat de travail. Alors, quels sont ces critères du contrat de travail? C'est-à-dire, comment on peut faire pour définir le contrat de travail? Je vous invite là à prendre votre code du travail et à chercher pendant des heures, puisque vous ne trouverez pas la définition dans le code du travail. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est la jurisprudence qui a posé les critères du contrat de travail. Donc là, je vous ai mis un arrêt. Alors celui-là, vous pouvez le retrouver dans le code normalement, qui définit le contrat de travail. Et en fait, de cette définition-là, on a 3 critères qui ressortent. Le critère de la prestation de travail, le critère de la rémunération et le critère du lien de subordination. Alors ce qu'il faut savoir juste avant qu'on voit ces critères, c'est que en réalité, le critère le plus important, c'est vraiment le critère relatif au lien de subordination juridique. On dit que c'est un critère décisif, puisque en fait, l'autre critère, les 2 autres critères peuvent se retrouver dans d'autres contrats. Ils ne sont vraiment pas particuliers au contrat de travail, alors que le lien de subordination est vraiment propre au contrat de travail. Et deuxième chose à savoir, c'est que le critère du lien de subordination juridique, il commence un petit peu à être mis en cause par certains auteurs, notamment avec l'arrivée de toutes les nouvelles activités liées aux nouvelles technologies comme Uber, Deliveroo, etc. Premier critère, l'accomplissement d'une prestation de travail. Alors qu'est-ce qu'une prestation? Est-ce que pour vous, une prestation de travail peut par exemple consister à jouer au Monopoly? Est-ce que pour vous, jouer au Monopoly, ça peut être une prestation de travail? C'est ce genre de questions-là qu'on va se poser. Et la jurisprudence, elle a considéré que en fait, le caractère professionnel de la prestation, on s'en fiche. L'activité exercée à titre principal, on s'en fiche. Ce qui compte pour la Cour de cassation, c'est la finalité économique de la prestation délivrée par le salarié. Je m'explique. Là, je vous ai mis un arrêt où la Cour de cassation s'intéresse à la finalité économique de la prestation, arrêt du 25 juin 2013. C'était sur l'émission Koh-Lanta, puisqu'à l'époque, en fait, les participants n'étaient pas engagés via un contrat de travail. Et la Cour de cassation considère ici qu'il y a bien une prestation de travail, puisque en fait, l'émission recrutait des participants pour construire un bien audiovisuel qui avait une forte valeur économique. Et donc la Cour de cassation nous dit ici, du moment que la personne participe à construire un bien ayant une valeur économique, hop, il y a prestation. Voilà pour le critère de la prestation, donc ça c'est pas hyper compliqué de le définir.
Sachez simplement qu'on a trois types de contentieux en fait, qui peuvent concerner cette prestation de travail. D'abord, le contrat de travail fictif, c'est lorsque une personne va conclure un contrat de travail qui en réalité n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de prestation de travail. L'exemple typique, c'est imaginer par exemple, vous êtes dirigeant de société, vous souhaitez bénéficier ou faire bénéficier à quelqu'un de votre famille des allocations chômage, vous lui faites un faux contrat de travail pendant certains mois, et ensuite, cette personne-là va demander le chômage. Ça, c'est ce qu'on appelle un contrat de travail fictif. Et par exemple, Pôle emploi peut faire des procès en disant, bah là, il n'y avait pas de prestation de travail, donc en fait, les allocations chômage n'étaient pas dues, et vont demander le remboursement à la personne en question. Il y a aussi deux choses à savoir, c'est que la finalité de formation exclut le caractère de travail, de prestation de travail. Donc c'est par exemple pour les stages. Un stagiaire n'est pas un salarié, n'est pas lié par un contrat de travail. Et aussi la finalité de réinsertion. Ça concerne les prisonniers. Alors c'est un statut qui aura vocation sûrement à évoluer puisque Éric Dupond-Moretti, qui est actuellement ministre de la Justice, souhaite réformer ce point et permettre aux prisonniers d'avoir des contrats de travail salariés. Voilà pour ce premier critère. Deuxième critère, l'existence d'une rémunération. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi déjà seul un contrat qui prévoit une rémunération peut être un contrat de travail, parce que le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. Ce n'est pas un contrat à titre gratuit, ce n'est pas du bénévolat. Le contrat de travail, personne ne s'engage à travailler pour ne rien recevoir en retour. Donc, si vous êtes dans un cas pratique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une conception extensive de la rémunération. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, les juridictions apprécient ce critère de manière très légère. La rémunération peut être en espèces ou en nature, peu importe. Ça peut être versé par l'employeur ou un tiers. Et le montant peut être dérisoire. Alors là, il y a certaines contradictions parfois entre certains arrêts. Mais récemment, par exemple, la Cour d'appel de Douai, dans un arrêt qui a fait pas mal de bruit, avait considéré que peu importe que le montant soit faible, il est possible de qualifier un contrat de travail, un contrat de travail. Troisième critère, l'existence d'un lien de subordination. Comment définir le lien de subordination? Ça, c'est très important, c'est le critère le plus important des trois critères. D'abord, le critère du lien de subordination n'est pas un critère de dépendance économique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne dépend économiquement d'une autre qu'on peut en conclure à l'existence d'un contrat de travail. Ça a été dit dans un arrêt de principe qui s'appelle l'arrêt Bardou. C'est un arrêt que vous pouvez retenir par cœur puisque c'est assez important. Et puis ensuite, la Cour de cassation a défini dans l'arrêt Société Générale du 13 novembre 1996 le lien de subordination. Et elle nous dit, le lien de subordination peut être caractérisé lorsque vous allez retenir un triple pouvoir. D'abord un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle et ensuite un pouvoir de sanction. Donc, direction, donner des ordres et des directives, contrôle, contrôler l'exécution de ces ordres, et pouvoir de sanction, pouvoir de sanctionner les manquements du subordonné. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais comment on fait en pratique pour voir dans les faits comment une personne est liée par un contrat de travail? On va faire ce qu'on appelle la méthode du faisceau d'indices. La Cour de cassation va réunir plusieurs indices, enfin les juges, vont réunir plusieurs indices factuels liés au comportement des parties et aux conditions d'exécution du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un seul indice ne va pas suffire, mais que tous les indices ne doivent pas nécessairement être caractérisés. Alors, c'est quoi ces indices? Il y en a plein, moi je vous en ai mis quelques-uns pour que vous ayez des exemples. Et par exemple, la dépendance économique c'est un indice qui va permettre de caractériser le lien de subordination. Attention, le lien de subordination n'est pas la dépendance économique, ce n'est qu'un indice, la dépendance économique. Et donc par exemple, si vous avez dans les faits d'un cas pratique, un indépendant mais qui n'a pas de clientèle propre et qui conclut un contrat, déjà c'est louche. Puisque si vous n'avez pas de clientèle propre, vous êtes sous la dépendance économique puisque vous n'avez qu'un seul client. Une seule personne vous verse de l'argent. Deuxième indice, l'intégration dans un service organisé. Qu'est-ce qui permet de démontrer qu'une personne est intégrée dans un service organisé par autrui? Par exemple, une personne qui est supposée être indépendant, qui va conclure un contrat de prestation de service, mais l'employeur va lui fournir tout le matériel. Il va lui fournir par exemple des cartes de visite, il va lui demander de travailler avec son matériel, avec l'uniforme de sa boîte, etc. Tout ça, c'est des indices qui vont permettre de caractériser l'existence d'un lien de subordination. Après, vous avez aussi l'exercice d'une autorité par l'employeur, le pouvoir de sanction, le pouvoir de contrôle, etc. Dès que vous voyez un indice qui permet de retenir ce triple pouvoir, ça permet de caractériser le lien de subordination.
Et parfois, on a aussi cet indice qui est cité, c'est le critère de la répartition des risques de l'activité. Ce n'est pas un critère qui est un indice qui est énormément pris en compte, mais ça peut jouer. Si par exemple, en fait, vous avez dans un cas un indépendant qui va partager les risques de l'activité avec un employeur, c'est un indice de son indépendance, puisque les salariés n'ont pas vocation à partager les risques avec l'employeur. Voilà pour les critères du contrat de travail. Donc vous voyez, c'est assez simple. Il suffit vraiment de retenir l'essentiel et ensuite, grâce à la méthode du faisceau d'indices, de piocher dans les faits les indices pour caractériser le triple pouvoir. Pour la preuve du contrat de travail, première question que vous devez vous poser, c'est peut-on prouver un contrat de travail? Là, toujours, il faudra reparler du principe d'indisponibilité de la qualification du contrat de travail. C'est-à-dire en fait que peu importe que les parties dénomment leur contrat de prestation de service. On s'en fiche. Les juges s'en fichent puisqu'ils vont pouvoir requalifier n'importe quel contrat en contrat de travail du moment que les critères sont réunis. Et ça se base sur le texte, l'article 12 du Code de procédure civile, vous pourrez aller le lire si vous voulez, et l'arrêt Laban du 19 décembre 2000 qui a posé cette solution. Les juges ne sont pas liés par la dénomination du contrat donné par les parties. Alors, qui doit prouver? En principe, c'est celui qui se prétend lié par un contrat de travail ou qui prétend qu'un contrat de travail existe qui doit prouver. C'est une solution classique du Code civil, article 1353. Mais il y a une exception assez importante, c'est la présomption simple de salariat. En fait, dans certains cas, vous allez avoir des personnes qui vont être présumées salariat, donc ça va renverser la charge de la preuve. Donc là, ça ne sera plus à la personne qui se prétend salarié de prouver qu'il est salarié, mais ça sera à l'autre de contrer cette présomption. C'est une présomption simple. Donc par exemple, pour les artistes du spectacle ou alors les journalistes professionnels, le Code du travail pose cette présomption simple de salariat. Alors à savoir aussi que vous avez la loi instaure une présomption simple de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et à titre de conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? D'abord, il faut retenir le principe d'indisponibilité du contrat de travail. C'est-à-dire que n'importe quelle partie peut faire requalifier n'importe quel contrat en contrat de travail en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile. Et ensuite, il faudrait retenir les critères du contrat de travail, c'est-à-dire l'existence d'une rémunération, l'existence d'une prestation et l'existence d'un lien de subordination, critères posés par la jurisprudence et non par le Code du travail. Et s'agissant du critère du lien de subordination, critère décisif, il faudrait retenir que pour le caractériser, il faut un pouvoir de direction, un pouvoir d'organisation et un pouvoir de sanction posé par l'arrêt Société Générale en 1996. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions. Bye.